Merci de prendre un petit moment pour moi pour discuter de tous ces sujets. Euh, donc, en fait, on va commencer déjà par l'intro. Présenter chacun de vous deux un peu votre rôle et puis présenter Umamido de manière générale. Voilà. À vous. On se passe la cuillère. Alors Simon, je suis le directeur général de Umamido en Suisse. Umamido est une enseigne de ramen shop. On en a plusieurs à travers la Suisse romande, Genève, Lausanne et Sion. Euh, Mon rôle, c'est un peu être une tour de contrôle et puis un rôle transversal au niveau administratif euh, et, euh, et un rôle de direction dans sa généralité. Salut, c'est Raoul. Je suis le directeur du développement et de tout ce qui est vivant dans l'entreprise. Je m'occupe de développement humain, développement de l'entreprise, donc sur des nouvelles propositions, de nouveaux endroits pour les nouveaux établissements. Je touche un peu à tout ce qui est aussi sur la production, les recettes. Euh, J'habite à Carouge, voilà. Et Umamido de manière générale. Du coup, Umamido, c'est quoi aujourd'hui en Suisse? Umamido, c'est un petit groupe de ramen shop. On a 6 enseignes, 4 à Genève, une à Lausanne et une à Sion. On espère bientôt se développer cette année encore sur de nouveaux territoires. On vous le dira le jour où c'est fait ou pas. Notre mission, c'est servir les meilleurs bols de ramen au plus grand nombre, offrir un petit moment de pause aux gens dans leur quotidien et proposer un environnement stimulant dans lequel on partage notre passion pour le Japon, notre passion pour les ramen. Et tout ça, je l'espère, à un prix qui est considéré comme abordable pour le plus grand nombre. Est-ce que Simon, tu veux rajouter quelque chose? Sur mon baiser, ça va très vite. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, l'idée, c'est qu'on va aborder. En fait, l'idée, c'est de regarder des experts dans leur métier. Donc, vous, c'est la restauration et les ramen. Et de regarder un peu comment est-ce que vous vivez avec le digital, l'IA, et en fait, comment est-ce que vous utilisez les outils. Parce que je trouve que c'est l'approche qui est la plus intéressante par rapport à une approche purement technique. Donc, on va commencer par un peu discuter la présence digitale. Donc, ça veut dire aussi bien le site que les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre qui vous viennent à l'idée. Et un peu l'état des lieux. Donc, typiquement, par exemple, Umamido est présent sur quelle plateforme aujourd'hui? Vous avez quoi comme canaux? Comme canaux de quoi? De diffusion, de livraison, de Comme canaux plutôt de communication là sur communication. l'idée. Umamido aujourd'hui est présent via un site internet. Site internet principalement. Ensuite, on a les canaux de distribution, les canaux usuels de Instagram, Facebook. Je crois même qu'on a un compte TikTok depuis 2 semaines. Ah, Et puis c'est à peu près tout aujourd'hui. je savais pas que vous aviez un compte TikTok. Mhm. Je suis pas convaincu de l'information encore. Ouais. C'est Ah ouais. peut-être. Présent sur Uber. Uber, qui est aussi en fin de compte un canal de communication malgré tout. Marketplace et canal de communication. Et Ouais. puis c'est à peu près tout. Après, dans les canaux de communication internes de l'entreprise, on en a plein d'autres, mais ça, c'est un autre sujet. Ok. Et en fait, qui produit le contenu chez vous, typiquement, et à quelle fréquence? En fait, c'est un peu quoi votre plan par rapport à ce genre de truc? Bah, le plan est mouvant depuis une année. On essaie de repenser à la façon dont on communique sur nos réseaux, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise et à travers d'autres canaux que ceux qu'on a actuellement, dont la discussion sur TikTok peut-être en ce moment, on n'est pas certain. On a pris le soutien de plusieurs agences différentes à Genève, à Lausanne. On a une personne en interne qui est coordinatrice sur la com et le marketing à un pourcentage qui est partiel, donc c'est pas un emploi à plein temps. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une communication régulière sur la semaine, surtout via Instagram, parce que c'est le réseau où on est les plus actifs depuis toujours. On est toujours à la recherche d'un nouveau rythme de croisière sur la création du contenu et du contenu qu'on veut proposer. Je pense qu'on a en toute honnêteté pris un peu d'âge les 2 dernières années sur ce qu'on peut proposer comme, comme matériel de communication. Donc on est en train de revoir tout ça, c'est un peu le mouvement. On travaille avec différents prestataires pour ce qui est des images, de la vidéo aussi, et on va internaliser ou pas en fonction de comment on se sent sur le développement de cette année. Je crois que ça répond à ta question plus ou moins. Des fois Ouais. j'oublie des bouts, Et je au digresse. quotidien, c'est un. Mince.
Au quotidien, du coup, c'est un truc que vous regardez tous les jours ou vous regardez à quelle fréquence? À quelle fréquence est-ce que vous vous posez la question, genre de euh, qu'est-ce qu'on a publié? Est-ce que ça a bien marché? Bah, on va avoir des approches assez différentes, mais je pense que ça va aussi avec nos rôles. Moi, je vais avoir plutôt une approche de me dire un peu systématique. Il faut une planification sur le plus long terme, avec, sans rentrer dans le détail, mais avec les grandes campagnes, les plats qu'on peut mettre en avant, les opérations qu'on aimerait, les opérations commerciales qui se voient pas forcément, et puis un peu les publics cibles en fonction des objectifs à atteindre. Et je pense que Raoul va regarder plus sur la création du contenu en lui-même, la touche artistique aussi, enfin, en tout cas l'orientation. Et après, c'est toi et la coordinatrice qui regardait, enfin et Emma, qui regardait les effets en fait, les effets que ça a sur nos ventes directement ou même sur notre image et puis l'écho qu'on peut recevoir. Et puis après, sur la deuxième partie aussi, un élément qu'on n'a pas abordé, c'est que depuis une année, on se pose vraiment la question du sens de notre communication, à quoi elle sert pour l'entreprise. Avant, je pense qu'on avait une vision d'être présent sur le marché. Maintenant, on se rend compte qu'on a un besoin plus fonctionnel aussi, c'est de faire vivre l'entreprise, mais de faire rentrer des gens dans nos restaurants et puis de les faire aussi de les activer en quelque sorte sur la marque, je dirais. Donc, on a aussi toute une nouvelle vision un tout petit peu plus commerciale sur la communication, alors qu'avant, c'était plus de l'esthétisme, du soutien, du support, de la brand awareness, alors qu'aujourd'hui, il y a une version communication digitale commerciale à prendre en compte. Et là, on navigue encore un petit peu. On essaye plein de choses. Donc, on est dans cette période depuis une année, on va dire une année et demie, sur adopter de nouveaux outils et puis revoir notre métier différemment. Sur ce point-là en particulier. Donc concrètement, en fait, avant, c'était un truc qui était sympa à faire et quand tu dis sur l'esthétique et maintenant commercial, ça veut dire qu'en fait, finalement, l'importance, elle est plus grande maintenant dans ce que vous faites par rapport à avant, genre il y a 5 ans. Je pense qu'avant, ouais, vas-y. Je dirais pas qu'elle est plus importante, je pense que c'est simplement l'approche qui se modifie à mesure qu'on grandit aussi et les besoins de communication d'une entreprise, de pouvoir continuer à montrer qu'on fait du fait maison, qu'on fait du travail de qualité, que ça n'a pas changé depuis nos débuts. Donc il y a un rôle un peu pour l'image et puis maintenir cette image de ce qu'on fait. Mais il y a une stratégie commerciale plus affirmée derrière, d'essayer de toucher des publics cibles, parce que notre public du départ a aussi évolué. On a dû aller en chercher aussi des nouveaux pour renouveler aussi un peu notre public et puis enfin notre public, nos clients. Le marché a évolué. Le marché a évolué, donc je je suis pas sûr qu'il y ait une importance, on y accorde tout autant d'importance au début que maintenant. C'est juste l'orientation ou les différents niveaux de communication, on se rend compte que ça va être un vrai levier, un vrai outil dont on a besoin dans un marché qui est très concurrentiel, un marché qui se modifie. Et comme a dit Raoul, on a pris de l'âge aussi, donc notre approche du départ, elle est aussi différente. Et puis on a une entreprise qui a changé, on a bientôt, enfin on a 90 collaborateurs. On peut plus avoir les mêmes approches qu'avant, qui étaient peut-être moins mesurées et puis plus à l'instinct. Aujourd'hui, on doit, comme Simon le dit tout le temps, et ça fait partie de son rôle, on doit structurer les choses, on doit réfléchir, on doit planifier, on doit anticiper dans un marché, comme on l'a juste dit, qui a beaucoup évolué, beaucoup plus de concurrence, que ce soit simplement entre les ramen shops, mais aussi sur le milieu de la restauration qui propose la même chose. Et puis les réseaux sociaux et la communication en général a énormément évolué ces dernières années avec des challengers qui sont arrivés et qui nous ont mis des petites claques dans leur façon de faire les choses. Et aujourd'hui, on se sent challengé sur ce point-là. Donc, on se professionnalise un tout petit peu plus. C'est vrai que l'approche, elle est moins instinctive, elle est plus méthodique. Ok, mais du coup, typiquement, alors si on vient un peu vraiment au résultat et tout, vous constatez que, euh, genre, si on disait, genre, qu'est-ce qui convertit le mieux? Quelle corrélation est-ce que vous pouvez voir entre quand vous postez sur les réseaux sociaux ou que vous faites des choses, quel est pour vous le truc qui a le plus d'impact sur votre chiffre d'affaires, quoi, ou sur votre trafic de magasins de restaurants? C'est justement sur le travail qu'on est en train de faire. On a mis beaucoup de temps à essayer de mesurer les choses, on l'a jamais vraiment fait. Alors à une époque, on allait à l'instinct, on disait, ah bah tu vois, à chaque fois qu'on poste ça avec ce cadre-là, l'impact est direct dans les restaurants, c'était vachement lisible. Euh, Aujourd'hui, le seul canal de communication qu'on avait vraiment, et qu'on a encore, c'est Instagram. Instagram a énormément évolué aussi en termes d'outils depuis.
Donc peut-être qu'on est moins visible. Donc quand on fait des actions, elles sont moins visibles par nos followers. Il y a plein d'éléments. Après, on utilise des nouveaux outils pour booster de ça, mais on a encore de la peine. Donc c'est pour ça qu'on a le soutien par 2 agences digitales pour essayer de mieux mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et on est un peu dans cette découverte de notre métier en communication et puis en marketing. Ce qui est vraiment dans le rôle du restaurateur, il ne faut pas oublier, entre restaurateur entrepreneur, on a évolué dans chacun de nos métiers depuis le départ. Au départ, on était serveur et cuisinier. Maintenant, on a les rôles qu'on a. Et puis, le marketing et la communication est un rôle dans lequel on doit évoluer cette année. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est un peu ça, c'est un peu la découverte. C'est un peu la découverte, puis on fait plein de tests, on fait à tâtons et on est en train de découvrir les effets que ça peut avoir, positifs et négatifs, ou des fois ça a juste pas d'impact. On pensait que ça aurait un énorme impact, puis en fait on se rend compte que c'est d'une indifférence totale. Mais voilà, donc là on est encore dans cette phase. Par exemple, la qu'est-ce qui a pas d'impact? Qu'est-ce que, genre, t'as un exemple par rapport à un truc que t'as fait et ça n'a pas du tout eu d'impact? J'ai pas un exemple concret là tout de suite qui serait lié à la communication. C'est plus à lier des changements qu'on aurait fait dans l'entreprise en pensant que ça aurait un énorme impact positif, puis on se rend compte que c'est d'une indifférence totale et qui est ok aussi. Mais spécifiquement à la communication, non, j'ai pas un exemple concret là. Et typiquement, là, vous avez ouvert Sion, donc un nouveau restaurant dans une nouvelle ville, dans un nouveau canton. Et donc là, pour la com, comment est-ce que vous avez réfléchi le truc par rapport à ouvrir un nouveau restaurant? Comme sur celui des Paquis, on s'était méga planté à cause de plein de petites choses. Manque de patience, trop de confiance et pas assez d'efforts. Et on a fait exactement l'inverse pour Sion. Donc on a pris le temps d'ouvrir dans la bonne période. On a pris aussi du conseil pour faire une vraie activation et puis un vrai soutien aussi au niveau de la presse et de la communication. On a adapté un tout petit peu notre message par rapport au marché. Donc on a aussi créé des goodies spécialement pour l'ouverture de Sion. On a fait le petit gobelet vin blanc avec un logo Umamido Sion ouverture 2025 dans un petit massou à saké. On a fait plein de petites choses comme ça. On s'est un peu plus éclaté aussi sur l'ouverture. On a pris beaucoup plus de temps pour la planifier, pour la communiquer aussi correctement, puis pour activer aussi le réseau qu'on avait autour. On a dans la com activé plus d'outils pour targeter les bonnes personnes dans le bon coton aux bons endroits. Donc on a investi plus d'argent, clairement plus d'argent pour lancer cette ouverture et ça a, je pense, largement porté ses fruits par différents facteurs. On est sur un nouveau marché où effectivement on a peu de concurrence à l'heure actuelle, mais on a aussi beaucoup mieux préparé cette ouverture d'un point de vue de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue de la com, du RP, etc., etc. Donc vous avez gardé qu'un seul compte pour tous les Umamido de Suisse. Oui. Et genre Sion, vous avez lancé sur le compte d'Umamido sur Insta. Umamido Et vous Suisse, avez ouais. fait du coup du paid aussi? Vous avez fait de l'activation payante sur Insta? Genre vous avez... Et géolocalisé aussi pour toucher vraiment les personnes qui étaient dans le rayon d'action en fait d'un Sion et qui venaient qui venaient pas du coup faire une communication par-dessus une communication qui serait pas avérée pour les gens de Genève, de Lausanne, ne recevaient pas certaines publications quant à l'ouverture de Sion, etc. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est que c'était un des départs les plus efficaces, ou en tout cas les plus forts qu'on ait eu sur les dernières années. Alors je pense que c'est multifactoriel, mais le fait d'avoir vraiment targeté et fait du bruit sur la zone a permis d'avoir très très vite à diffuser le message, en tout cas plus vite, de l'ouverture et de la possibilité de venir chez nous, des horaires, de où on était, etc. etc. Et ça, pour ça, c'était assez intéressant. Ok. Et du coup, par rapport à par rapport à ce nouveau compte TikTok là, vous avez des idées par rapport à ça ou genre? Je suis même pas sûr de l'information. On va dire que Je découvre le sujet. j'ai eu cette information là, il y a 2 semaines. J'avoue, je n'ai pas eu d'idée ou quoi que ce soit pour un compte TikTok. Et pour ma part, je n'ai pas TikTok sur mon téléphone, je ne l'aurai pas. Et là, je suis plutôt en train de me dire que je vais enlever Instagram pour faciliter ma vie. Donc, je vais garder un contact que professionnel avec les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est difficile. Très difficile. Ok. Et du coup, au niveau perso inspiration, genre sur les réseaux sociaux, sur la com,
Qu'est-ce que, il y a des trucs que vous regardez, que vous aimez particulièrement, des trucs qui vous inspirent, et genre des modèles. Ouais, je vais commencer parce que c'est celui qui scrolle le plus, malheureusement, c'est moi. Et moi, je suis énormément de comptes de plein de restaurants différents. La bouffe, ça reste ma première passion. Et on peut dire ce qu'on veut sur Instagram, mais c'est un super canal de communication pour découvrir des nouveaux restaurateurs, des nouveaux cuisiniers, des nouvelles tendances, des nouveaux ingrédients. On va dire que c'est assez large. La recherche, il faut faire attention de ne pas rester dans son vase clos. Mais moi, ça me permet de voir, par exemple, je suis beaucoup de ramen shop au Japon. Je comprends pas la moitié de la communication, parce que c'est toujours écrit en japonais et je le lis pas. Mais bah, je découvre plein de nouveaux styles de ramen. Je découvre aussi de nouveaux influenceurs. Bah, on parlait avant qu'on commence ce podcast de Ramen Beast qu'on a rencontré à Tokyo la dernière fois qu'on était. C'était hyper intéressant de voir, d'avoir la vision d'un Américain qui vit au Japon depuis 20 ans, mais qui a aussi des ramen shops aux États-Unis, d'avoir son analyse du marché japonais versus américain, de la différence de consommation. On a relevé des points communs. Donc moi, mes inspirations, elles sont larges, hein. Je peux fouiller pendant des heures sur Instagram, des fois aussi sur Pinterest. Là, je me suis pris d'une passion pour du matériel X et Y que j'ai trouvé au Japon un peu par hasard. Donc, je vais aller à fond dedans, ça me donne plein d'idées, ça ouvre plein de possibilités. Et tous ces trucs, comment tu les retiens? Enfin, je veux dire, ça passe dans le feed. Comment est-ce que tu les Alors, je fais stockes? ce que je fais beaucoup de gens, je les sauve. Et puis, quand j'ai des idées qui sont pertinentes pour Simon et moi, pour Umamido, je fais des dumps où je lui envoie plein de trucs. Et comme ça, on l'a dans le feed de conversation, puis on peut revenir dessus. Mais comme souvent, et ce qui nous caractérise l'un et l'autre, moi j'ai une approche pas du tout structurée, Simon a une approche très structurée. Donc, de temps en temps, j'essaie de mieux structurer. Mais force est de constater que tout est là dans ma tête, souvent. Mais moi, je suis pas le bon exemple actuellement, vu que j'ai plus aucun réseau social à part LinkedIn. Euh, donc mes inspirations, je vais les chercher ailleurs. Mais alors, si je reprends quand j'étais encore un scroller invétéré, c'était super large, mais c'était vachement orienté sur la nourriture japonaise. Et pareil, enfin, le matériel. Oui, on se faisait des gros dumps de plein de choses Mais qui genre restaient quoi? dans Genre des un. cuillères ou plutôt Ça du... pouvait aller du setup d'une table, d'une cuisine où on trouvait qu'elle était très bien faite par rapport à un ramen shop et peut-être des sources d'inspiration. C'était souvent des recettes larges, pas que les ramen, mais en fait toutes les typologies de ramen. Et puis sur des entrées aussi, des petits tweaks, des choses comme ça, des choses qu'on voyait, on se disait bah tiens avec les ingrédients qu'on a et puis nos cuisines, on pourrait tout à fait proposer ce genre de plat, que ce soit en festival ou dans le resto. Donc c'était une vraie source d'inspiration et d'échange. Et ça l'est toujours, sauf bah, là un petit peu au ralenti parce que moi j'y suis moins. Mais, euh, mais c'est une source d'inspiration. Après, entre la masse d'informations qu'on récoltait et puis bah, ce qu'on en faisait, c'est assez marginal, ouais. C'est- Et attends, si j'élargis la question un peu dans un autre Ouais. style, par exemple, ce qu'on n'a pas abordé, c'est genre, aujourd'hui, si tu lances un resto de zéro, est-ce que tu penses que genre avoir un Insta, c'est un Instagram ou autre? Quel est un genre un peu le truc que tu dois absolument avoir? Est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir sans? C'est une vraie question. Par exemple, j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter, X, enfin bref. Donc je vraiment que Instagram parce que j'y vois un tout petit peu une utilité pour certains trucs. Je vois beaucoup de danger dans les autres réseaux, la perte de temps. Euh, Il y a plein de nouveaux canaux qui s'ouvrent aussi dans la diffusion. Je me rends compte que WhatsApp devient aussi un nouveau canal de diffusion, de commandes, de discussion avec tes clients. Et les choses vont beaucoup changer, mais je pense qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un peu ta nouvelle page web. Tu as moins besoin de ton site web comme avant, ou alors on va revenir en arrière, revenir à que des sites web, je ne sais pas exactement. C'est assez large. Puis après, pour revenir juste sur les inspirations, il y a le quotidien aussi. Je pense qu'on se balade beaucoup, on échange beaucoup avec d'autres collègues restaurateurs, d'autres professionnels. On essaye de rencontrer des gens qui font autre chose que nous et de passer du temps aussi à discuter de plein de choses parce qu'on se rend compte qu'à travers d'autres industries puis d'autres passions, on apprend plein de trucs. On a beaucoup de photos d'endroits qu'on visite, qu'on s'envoie. Ah tiens, j'ai vu ça l'autre jour. J'ai pris une photo, j'y pense, pour l'aménagement du restaurant, la façon dont ils ont communiqué, j'adore l'uniforme, etc. Donc heureusement, notre vie n'est pas faite que de digital, mais le digital a pris une grande partie. Et c'est un peu le danger des fois de rester
clos dans le monde digital pour s'inspirer. Merci. Ok, alors maintenant, dans le digital, là, on a parlé aussi rapidement de Uber Eats, de livraison et ce genre de service. Du coup, pour Umamido, par rapport à ça, vous êtes sur Uber Eats depuis. Est-ce que vous êtes sur ça depuis le lancement? Comment est-ce que ça s'est passé un peu? C'est quoi l'historique? Alors Uber Eats, enfin la livraison en général, ça on l'a découvert surtout pendant le Covid, parce que c'était le principal canal de vente. Et ça, on a eu plusieurs leçons, ça a été en plusieurs phases. La première, c'est que il faut voir ça, enfin il faut revoir la façon de présenter ces plats ou de les construire pour les envoyer chez les gens pour qu'en fait ils restent beaux et puis qu'ils puissent être servis dans les meilleures conditions. Donc nous, ça a été un premier travail, c'était de quel contenant, comment on monte les sacs pour qu'ils soient le plus stable possible, comment on présente les ingrédients et puis les différents plats qu'on envoyait. C'est passé par la séparation des bouillons et puis du reste des nouilles pour que les gens puissent assembler chez eux, qu'ils puissent réchauffer le bouillon puis ensuite verser dans les plats et puis juste balayer un tout petit peu. Et ça, c'était le premier apprentissage de comment structurer sa livraison à l'emporter qui est différente de l'expérience sur place. À mon sens, elle est toujours moins bien quand elle est sur place, mais en livraison, ça marche tout à fait. En fait, on a vu qu'on a pu continuer à garder des standards esthétiques et en termes de goût qui étaient très bons. Et ça a été en plusieurs phases. Et ensuite, on a eu un peu un moment où il y avait très peu de concurrence sur la plateforme, donc avec peu d'efforts, on faisait suffisamment de ventes. Nous, on l'avait jamais considéré comme un canal prioritaire, mais plutôt comme un canal complémentaire. Ce qu'on aime, c'est avoir des restos des restos pleins. On veut pas des restos vides qui font que de la livraison. Donc, on a mis un peu plus de temps, je pense, que d'autres restaurateurs à se dire qu'en fait, c'était tout aussi important que la restauration sur place. Et que c'était un vrai métier aussi en termes d'activation, de vente, etc., etc. On a toujours eu un peu cette crainte que des impacts que ça pouvait avoir d'avoir la livraison versus le surplace, que ça pouvait pénaliser notre image, que ça pouvait pénaliser ce qu'on proposait, etc., etc. Et on découvre aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, que c'est un vrai métier et qu'il y a un travail presque quotidien à faire parce que c'est une vraie marketplace où il y a presque plus de concurrence en digital que dans la réalité, en concurrence directe, et que nous, on maîtrisait pas ces règles, quoi. Donc on les apprend aujourd'hui, on essaie d'être plus dynamique, mais c'est encore un apprentissage pour nous. Et tu voulais ajouter un truc? Non, vas-y. Non, mais vas-y. Bon. Non, je pense comme tu disais, on avait de l'appréhension. Du coup, on n'a pas vu ça comme quelque chose de positif. Donc, on n'a pas une approche positive dans étudier ce marketplace et puis prendre ce rôle. Maintenant qu'on a une vision plus positive, on y va avec plus d'énergie. Du coup, on se professionnalise et puis aussi, on arrive à le communiquer de manière plus positive aux équipes. Le marché a changé. On est obligé de s'adapter. Par contre, il ne faut pas s'adapter n'importe comment. Et puis, c'est un peu la leçon qu'on a appris ces derniers temps. Donc, nouvel apprentissage. Je crois l'histoire de l'entrepreneuriat en général, quoi. Et est-ce que vous regardez un peu les mêmes genres de KPI sur ça par rapport aux autres? Genre, est-ce que vous considérez ça comme exactement un autre restaurant ou c'est vraiment quelque chose de différent pour vous? Je pense que c'est un marketplace qui est complètement différent. Et ça, Simon t'en parlera mieux que moi. Je sais pas si j'en parlerai mieux, mais c'est vrai ce qu'on voit, c'est les KPI qui sont différents. On va gagner un panier moyen sur la vente en ligne versus un ticket moyen dans les restaurants. Il y a ce que je découvre maintenant, c'est qu'il y a des typologies de clients aussi en ligne, c'est qu'il y a les nouveaux clients, il y a les abonnés, c'est différent en fait, et en fait c'est différents publics cibles et qui sont normalement identifiables rapidement dans la réalité. C'est vrai qu'on voit notre public cible, nos clientèle cible, et puis digitalement, naïvement, je faisais pas forcément attention à ça. Et là, on apprend que du coup, on s'adresse aux différents clients différemment sur les interactions qu'on peut avoir avec eux sur le marketplace. Donc c'est très vague ce que je viens de raconter, mais parce que c'est vraiment un apprentissage qu'on est en train de faire et on en est au début. Donc on découvre encore pas mal de choses. Il y a un truc qui est hyper simple. Dans un restaurant, tu accueilles un client, tu peux
voir comment il se sent, le conseiller, le guider, échanger avec lui. Uber Eats, tu prends ton téléphone, tu vas faire une commande. Moi, j'ai aucune chance de communiquer avec toi. Donc, en fait, effectivement, la segmentation de tes clients sur Uber Eats ou dans le restaurant, elle est beaucoup plus floue. Mais en plus, tu n'as aucune chance d'interagir avec eux au moment où ils font leur commande. Donc, tu dois avoir une réflexion qui est adaptée à ces segments pour proposer la meilleure offre et qu'ils soient le plus satisfaits avec ce que tu leur proposes. C'est une démarche qui est complètement différente. C'est du service digital versus du service physique et un métier d'accueil. Restaurant, métier d'accueil, Uber Eats, service provider digital. Voilà. Je le dirais un peu comme ça. Ok, et typiquement, là, quand vous ouvrez à Sion, est-ce que vous avez activé directement la livraison? Non. Je pense que c'est important pour nous encore de privilégier pendant, en tout cas, une période donnée, l'accueil sur place, de bien transmettre à nos équipes, mais aussi à nos clients, les valeurs qu'on a au sein d'un établissement physique. Viens nous voir, viens à notre rencontre, parce qu'effectivement, dès le moment où tu habitues des gens à commander, je pense, sur la plateforme, tu auras moins ce contact. Et je pense que c'est aussi bien de monter crescendo, c'est-à-dire notre premier rôle, c'est d'abord d'accueillir les gens qui sont chez nous. On a toujours dit ça à nos équipes, le plus important, c'est ce qui se passe dans le restaurant. Ensuite, tu as les commandes à l'emporter des gens qui sont sur place ou qui vont venir les chercher. Et en dernier, tu as le digital. Donc, si tu as trop de monde dans le restaurant, tu vas devoir, au bout d'un moment, limiter. Le plus important, c'est l'accueil sur place. Donc, au départ, on forme les équipes comme ça. Maintenant, on est en train d'ouvrir sur Lausanne et Sion Uber Eats. On va former les équipes, on va les accompagner. On va avoir une approche qui est pas la même qu'on a eu ici. Ici, on a une approche on a commencé légèrement avant le Covid, heureusement. Et après, c'était une approche de nécessité. En fait, on avait besoin de faire du beurre parce qu'il n'y avait de toute façon pas de clients. Maintenant, on n'a pas besoin de faire du beurre. C'est un marché en plus pour nous. Par contre, on a besoin de garder un équilibre dans nos établissements parce qu'on n'est pas des ghost kitchen. Ça, c'est hyper important pour nous. Et typiquement, est-ce qu'il y a par exemple des learning conso ou donc des choses, des comportements de clients que vous avez identifiés sur les plateformes de livraison et transposés sur les points de vente? Donc je suppose que dans l'autre sens, oui, beaucoup. Mais dans ce sens-là, genre, est-ce qu'il y a des trucs qui vous sont apparus, genre succès d'un produit ou des façons de commander ou des choses comme ça que vous avez transposées un peu dans le monde réel à partir de Hits et autres? Je crois pas encore. Je crois qu'on est encore dans cette phase d'apprentissage où on découvre aussi en fait cette façon. Enfin, l'approche qui est méga commerciale d'un Uber est quand même assez agressive dans la façon de faire les choses. Est-ce qu'elle est complètement transposable dans la réalité? Je pense qu'il y a des points clés, mais en fait, on est en train de le découvrir et on se pose exactement ce genre de questions. En fait, est-ce que ces recettes qu'on trouve, enfin ces approches commerciales qu'on voit sur des plateformes de livraison qui sont quand même qui sont assez agressives avec l'upselling, etc. Comment on peut les transposer dans la réalité sans que ça devienne comment on peut dire sans que ça pénalise en fait l'accueil que nous on aimerait, l'accueil et la prise en charge et puis l'accompagnement qu'on aimerait faire pour nos clients, que ça soit perçu comme Trop une démarche commerciale. voilà, trop comme une démarche commerciale. Nous ça doit rester agréable, on est là pour accompagner. Et voilà. Mais certainement qu'il y a des stratégies qui peuvent se transposer dans la réalité parce qu'on a une certaine habitude aussi de la clientèle face à cette façon de faire. Mais voilà, je ne suis pas encore sûr et certain qu'on en a tiré des conclusions. Et puis et après, faut pas oublier que pour restaurateurs et pour clients, en fait, c'est un intermédiaire. Uber, c'est c'est le client qui va demander un service à Uber, qui vient chercher dans le restaurant. Mais c'est un service tiers, quoi. Donc pour nous, c'est aussi compliqué au niveau des points de contact clients, parce qu'on n'est pas en direct, comme disait Raoul. Et certains défauts tombent sur la livraison, mais nous tombent dessus, alors que finalement, nous n'avons pas la maîtrise. On a tous un contrat avec Uber en tant que client et en tant que restaurateur. Et, tu vois, le truc qui est dans chaque nouvelle opportunité t'amène un nouveau métier ou un nouveau truc important à gérer. Typiquement, la gestion des commentaires sur Uber. Quand tu es hyper chronophage, jusqu'à il y a quelques années, enfin jusqu'à quelques temps, mais du coup on ne le faisait pas du tout parce qu'on n'avait pas le temps. Et où tu réponds à tout le monde ou tu réponds à personne en quelque sorte et tu laisses entre guillemets la communauté s'autogérer. Mais effectivement, le fait d'avoir un intermédiaire, d'avoir un livreur qui vient chercher ton produit, qui l'amène chez le client, tu perds complètement le contrôle sur le produit que tu as envoyé. Tu peux faire tous les efforts que tu veux au restaurant pour que ce soit livré le mieux possible.
Ça peut être complètement défoncé par quelqu'un qui en a rien à faire et tu peux te faire complètement défoncer par un client qui va mettre toute la faute sur le restaurateur et pas sur le livreur par exemple parce que le livreur lui il a un contact avec le client, il va dire ah non mais moi j'ai récupéré le sac qui était dans un état, je mets pas la mauvaise foi sur le livreur, mais ça peut arriver. Il y a dans tous les métiers, il y a des gens pros et moins pros. Et ben dans la livraison, c'est pareil. Il y a des gens qui sont hyper pros qui vont prendre la responsabilité de je suis désolé, j'ai merdé avec le sac. Il y a des gens qui vont tout balancer sur celui d'avant pour être sûr de ne pas devoir récolter les emmerdes. Et ça, c'est difficile à gérer quand tu es attaché à ton métier d'accueil et que tu as envie de bien faire et que les gens ils passent un bon moment aussi à la maison et que tu perds complètement le contrôle là-dessus et que tu reçois des commentaires incendiaires et que c'est pas vraiment ta faute. Il y a des gens qui appellent au restaurant pour insulter les équipes, enfin pas insulter, mais dire que notre packaging c'est ci, c'est ça, etc. Alors que fondamentalement, on fait notre maximum pour que ça arrive dans le meilleur des états chez eux. Mais il y a un intermédiaire. Ok. Bon alors, le troisième sujet, c'était un peu le sujet IA et tout, savoir un peu comment vous utilisez ça. Donc Raoul, j'ai vu que tu faisais des trucs sur Claude juste avant. Bah, Simon, tu peux garder la cuillère, il y a pas de. Mais Une ta soupe. et du coup, typiquement, comment vous l'utilisez aujourd'hui, aussi comment vous le faites un peu, voyez, avec les équipes, avec les autres gens avec qui vous travaillez. Comment est-ce que vous voyez ça de manière assez globale aujourd'hui? Je fais un petit départ, puis après je te laisse parler Simon, tu auras une vision peut-être plus structurée. L'IA a débarqué dans notre vie un peu au fur et à mesure. On a commencé à utiliser les outils. J'ai essayé de réfléchir avant qu'on se parle. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser? Ça remonte au tout début de ChatGPT, je pense. Et au fur et à mesure qu'on utilise l'IA, on se rend compte qu'elle a un vrai potentiel d'accélérer notre travail, mais qu'il y a aussi un vrai potentiel de se perdre et d'avoir un travail hyper bâclé et moins bien que ce qu'on aurait fait tout seul. Donc c'est un peu pervers l'utilisation de l'IA qu'on ne sait pas l'utiliser correctement. Et ce que je te disais avant, c'est que j'ai beaucoup utilisé ChatGPT pendant un moment, je me rends compte un peu de ses limites. J'ai essayé un autre modèle qui est Claude de Anthropic. J'aime bien Claude de Anthropic parce que je trouve qu'il génère des bons documents assez rapidement. Mais après, comme je t'ai dit, il ne faut pas se perdre. Il suffit d'un mauvais prompt pour que ça gâche un peu le premier travail. Donc ça peut être un accélérateur. On apprend, on est en train d'apprivoiser l'IA, chacun de notre côté, Simon et moi, sur des outils perso. Et après, dans l'entreprise, et ça je laisserai Simon en parler, ça arrive à travers des nouveaux outils qu'on met à disposition des entreprises et donc de nos collaborateurs. Et ça amène la dernière question dont on parlait ce matin encore, c'est déjà, nous en tant que dirigeants, il faut qu'on apprenne à utiliser l'IA, mais par exemple au sein de notre bureau et au sein de notre équipe, comment on peut leur donner les outils pour qu'ils puissent l'utiliser de manière la plus efficiente possible pour eux aussi dans leur travail quotidien, sans que ce soit à travers les outils qu'on propose. Écoute, pareil, quand je réfléchissais à cette question au début, je te en fait, on n'utilise pas vraiment l'IA. Et en fait, oui, on l'utilise complètement. Nous, elle se retrouve, pour l'entreprise et pour les équipes, elle se retrouve à travers des outils tiers qu'on a mis en place, que ce soit pour notre logiciel de gestion de la restauration, au niveau des food costs. Là, il y a un petit agent IA qui va travailler sur des données en fait futures. Il va mouliner le passé pour nous donner un peu des objectifs de CA selon les dernières tendances et puis la météo, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est toujours juste? Non, mais on a accès à l'IA comme ça. On l'a aussi dans la génération de certaines réponses. Mais de nouveau, non, en fait, c'est plus un aide à la décision et un accélérateur qu'une fin en soi actuellement. Je pense que dans notre façon de l'utiliser, s'il n'y a pas un regard en fait humain, une touche humaine, on perd en fait la chaleur en fait du message qu'on aimerait donner. On rentrerait dans un truc méga froid qui est juste de la réponse systématique à nos clients. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et puis dans les interactions dans nos équipes, c'est pas aussi ce qu'on cherche. Donc aujourd'hui, on l'utilise principalement pour de l'aide à la décision, de l'accélérateur. Et en y réfléchissant, je pense que pour des profils comme Raoul et moi, ça peut être même dans un rôle de sorte de médiateur. C'est vrai pour un sujet, on va toujours partir, Raoul partira d'un côté, moi je partirai de l'autre pour atteindre un résultat qui est souvent le même. Et en fait, mais qui pourrait nous prendre des semaines parce que déjà on doit se mettre d'accord sur le chemin pour arriver à quelque part, alors que là, finalement, on peut les deux partager nos idées et puis les finalités. Moi, par exemple, j'aimerais un document stratégique, un SOP et puis un plan d'action. Raoul aurait des idées, j'aurais des idées, on les met dans un outil, dans un prompt, puis finalement ça nous génère des premiers documents sur lesquels après on peut travailler physiquement et se dire ok,
On est d'accord sur la voie à suivre, sur la finalité, et maintenant comment on s'assure que c'est aligné avec les objectifs de l'entreprise, avec nos valeurs, les valeurs qu'on défend dans l'entreprise, les valeurs que nous on défend aussi en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, et que ça réponde à des objectifs mesurables pour l'entreprise. Mais du coup, c'est un vrai accélérateur dans certaines discussions. Par le passé, on n'avait pas ça. Là, ça va beaucoup plus vite pour nous. Typiquement, pour moi qui suis moins organisé et moins structuré que toi, c'est beaucoup plus simple au bout d'un moment, si je veux transmettre une idée, qu'elle soit claire, qu'elle soit concise et qu'elle soit précise, je peux avoir un premier échange avec une des IA en mettant un prompt, voilà ce que j'ai envie de délivrer. Ça m'accélère, en fait, dans mon chemin de pensée. Enfin, pas forcément dans mon chemin de pensée, mais je peux délivrer un document plus rapidement, que je peux transmettre facilement, sur lequel on peut commencer à travailler. Et ça aide beaucoup. Dans pour moi, ça m'aide à délivrer plus rapidement certains éléments, parce que des fois, c'est un peu ma faiblesse. Ça va pas tout faire à ma place, mais par contre, ça nous permet d'accélérer, surtout que en 8 ans, on a de moins en moins de temps à partager aussi ensemble, et puis des fois, c'est aussi bien de ne pas partager ça ensemble, et on est plutôt d'arriver avec les conclusions de notre travail chacun et de les comparer. Et donc, c'est un outil aussi analytique qui est intéressant, avec bien sûr le besoin d'avoir un regard pertinent dessus, mais c'est un immense accélérateur sur plein de tâches au quotidien. Typiquement, des emails de clients qui peuvent être raisonnés ou déraisonnés, qui demandent une attention particulière. Il y a des années, ça me prenait quand même beaucoup de temps de bien confronter mes idées, de bien structurer les choses, d'être sûr. Ça me prend beaucoup de temps. Le message aujourd'hui, je le fais toujours. On va toujours partir de l'humain d'abord, mais on a un outil qui nous aide à peut-être éviter les répétitions, plus rapidement, à faire des choix de mots qui sont plus opportuns, à corriger toutes les fautes d'orthographe et de grammaire que je peux faire, parce que je suis complètement dyslexique et dysorthographique, donc ça m'aide beaucoup. Il y a plein de choses positives, mais c'est un peu le Far West si on fait n'importe quoi aussi avec. Et au niveau de, par exemple, les personnes avec qui vous travaillez, qui utilisent ça, ou des gens avec qui vous êtes en interaction, genre, vous constatez un peu une différence, enfin, vous constatez de la différence, qu'est-ce qui est mieux, est-ce que vous voyez un peu, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez limiter, des choses que vous voudriez pas que les gens y fassent dans vos équipes, ou que vous voudriez qu'ils utilisent plus? Je dis un truc, alors, je pense qu'il faut éduquer les gens sur l'utilisation de nos outils, ce qu'on n'a pas encore fait dans l'entreprise, et je pense que ça va devenir important pour mettre un cadre. On l'a pas encore fait, on l'a évoqué hier en parlant de tout ça, parce qu'on a utilisé, on a montré à une de nos collègues, voilà ce qu'on peut faire rapidement comme document de support pour partir sur une discussion. Par contre, tout n'est pas juste, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, on doit s'éduquer, on doit éduquer nos collaborateurs ou leur proposer de s'éduquer sur le sujet. Je pense que c'est hyper important. Oui, c'est exactement ça. Enfin, j'ai pas, non, pas grand-chose à rajouter, c'est exactement ça. Pour nous, c'est encore une découverte, mais je pense vraiment que c'est un accélérateur pour toute personne dans l'entreprise. Mais ça doit partir de l'humain, puis ça doit être revu aussi par l'humain pour être sûr qu'on soit pas à côté de la plaque et aligné, en fait. Et voilà. Nous, c'est principalement l'IA, on l'utilise à travers des outils tiers principalement, mais c'est vrai qu'on n'a pas automatisé certaines tâches que je suis sûr qu'on pourrait automatiser. Là, la prochaine recherche qu'on fera, ça sera qu'est-ce qu'on peut automatiser dans l'entreprise qui sont des activités qui ont peu de valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires pour de la transmission d'informations, mais qui ne nécessitent pas forcément une attention, enfin, je ne sais pas comment expliquer, des trucs purement fonctionnels, en fait, qui nous prennent du temps manuellement à faire les choses, pourraient être automatisés. On l'a vu, on l'a montré, mais ça, on s'en est pas du tout occupé dans l'optimisation de notre entreprise, aujourd'hui. Ok, du coup, à la fois pour faire des choses que tu faisais pas avant parce que tu n'avais pas le temps de les faire et que tu estimes qu'elles avaient une valeur ajoutée plus faible, et de l'autre côté, accélérer des tâches à haute valeur ajoutée, mais sur lesquelles tu veux garder beaucoup de contrôle. C'est souvent une question de gestion des données. En fait, on a plusieurs sources de données pour piloter nos restaurants. Et il y avait un gros travail qui était fait manuellement. Et puis ça, l'étape qu'on fait maintenant, c'est d'utiliser un outil de BI pour vraiment tout centraliser, puis avoir comment dire, un tableau de bord en fait efficace où tout est centralisé, mais surtout où moi j'ai pas forcément à rentrer retranscrire des éléments qui sont déjà présents digitalement à la main dans un Excel que je transfère ensuite aux gens, etc. Donc là, le travail qu'on a fait, c'était créer ce tableau de bord qui arrive tout soudain. Et
et qui va vachement nous aider en fait et accélérer la transmission d'infos et du coup le pilotage des restaurants et arriver sur la partie analytique en fait des données, puis les lier à des actions concrètes qui ont un impact concret pour nos clients, pour nos restaurants et c'est ça en vrai nos collaborateurs et c'est ça, c'est un peu ça nous le plus important en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir cette vue et pouvoir la partager avec les personnes qui sont sur place et puis pouvoir délivrer des actions concrètes qui maintiennent, augmentent la qualité du message, des plats, enfin tout ça, quoi. Ok. Bon, du coup, si tu n'as rien à rajouter, Raoul, tout bon? Non, il me passe la cuillère parce que il a assez parlé, je pense. J'ai la gueule, quoi. Ok, top. Bon, alors du coup, j'ai deux, trois petites questions de fait pour finir, ouvrir, je sais pas. Typiquement, c'est quoi dans tout ce dont on a discuté là, que ce soit sur l'IA ou les réseaux sociaux et tout, c'est quoi l'outil que vous auriez bien voulu avoir pour l'ouverture du premier restaurant? Wow, bonne question. Je pense d'avoir là réellement en ces derniers jours, je vois que la charge de travail elle a beaucoup augmenté et que j'ai fait un truc tout simple. Hein. J'ai recréé une checklist d'ouverture avec tous les différents sujets qu'on a sur l'ouverture d'un restaurant administratif, opérationnel, ressources humaines. Enfin, il y a une multitude de sujets. Sur la base de ça, j'ai fait une première création d'un Gantt chart, ce que je fais jamais, pour faire tout un rétro-planning. Et puis du coup, ça m'a pris 10 fois moins de temps que si j'avais dû créer ce document de A à Z moi-même. Toutes les idées, elles sont là, elles sont au même endroit. Hein. C'est juste le temps et l'énergie qu'il faut mettre pour faire ce document. Aujourd'hui, je peux le faire beaucoup plus vite. Et puis, du temps dont j'ai besoin pour d'autres choses qui sont primordiales, je l'ai à disposition. Ce qu'il est en train de dire, c'est hyper dur pour moi parce qu'en fait, il m'a remplacé par l'IA. Parce que pour le premier restaurant, ces checklists et ces Gantt charts venaient de moi. Maintenant, Raoul n'a plus besoin de moi pour ces tâches-là. Donc, j'ai été remplacé. Non, mais c'est vrai que ça va. En fait, c'est un vrai accélérateur. Des choses qui nous prenaient beaucoup d'échanges et beaucoup de temps sont faites beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est super. Est-ce qu'il y a un outil que j'aurais voulu avoir? Moi, je pense que cette espèce d'utilisation de l'IA comme un médiateur pour arriver à un résultat final, j'aurais adoré l'avoir dès le début parce que je pense qu'on aurait été plus vite sur certains sujets. Et après, j'ai envie de dire même pas parce que c'est aussi l'expérience de l'entrepreneuriat qui t'apprend à aller plus vite à un résultat final. Voilà, donc je suis pas sûr. Peut-être que l'outil que j'aurais voulu avoir, c'est tout de suite un outil de business intelligence qui me donne le tableau de bord final. J'aurais adoré l'avoir tout de suite, d'avoir tout connecté digitalement directement et non pas être passé par cette phase d'Excel, mais qui passait aussi par la maturité d'entrepreneuriat où j'ai l'impression que je devais absolument contrôler tout ce qu'on faisait et ainsi de suite. Mais peut-être l'outil que j'aurais voulu avoir, c'est ça. C'est tout de suite un cockpit, enfin un tableau de bord avec tous les KPI clés. De nouveau, directement visible sans passer par un Excel ou la manipulation humaine. Économiser du temps pour obtenir un résultat qui était nécessaire pour nous. Donc c'est vraiment le gain de temps sur des tâches méga chronophages qui ont une importance dans l'entreprise. Donc c'est pas que ça a une faible valeur ajoutée, mais c'est une faible valeur malheureusement. Et j'ai pas remplacé Simon parce qu'aujourd'hui Simon il peut se concentrer sur des trucs bien plus importants que de faire des checklists. Et de terminer des documents. On a l'opportunité d'avoir un assistant personnel qui nous génère des documents, une première base de documents sur lesquels on peut travailler ensemble. On sauve énormément de temps et ce temps, on peut l'utiliser pour accompagner nos collaborateurs dans des projets, les guider, échanger avec eux, passer du temps sur place dans les restaurants, vu que maintenant on n'est plus tout le temps dans les restaurants, on est directeur d'entreprise. Mais si on n'a pas de vision du terrain, on ne sait pas ce qui se passe chez nous. Pouvoir échanger, moi un de mes rôles c'est quand même d'échanger avec tout le monde dans l'entreprise pour aussi, Simon aussi, mais de transmettre les valeurs qu'on a dans le travail et puis dans l'entreprise en général. Et si je passe du temps à faire des checklists et des documents et pour Simon, beaucoup de comptabilité, de l'administratif et tout genre de choses, on a peu de temps pour échanger avec nos collaborateurs. Et en fait, le plus important dans notre travail de métier de l'accueil, aujourd'hui, c'est échanger avec nos clients et nos collaborateurs pour leur transmettre les bonnes valeurs. Donc aujourd'hui, l'IA nous donne une chance d'économiser un peu de temps pour faire ceci ou se concentrer sur diriger l'entreprise et pas faire des trucs pour l'entreprise tout le temps. C'est vrai que il y a un des outils qui est vachement cool, c'est le ERP qu'on a mis en place pour la comptabilité, pour la gestion des salaires, pour les dépenses,
qui sont après les premières apps qu'on a mis sous clé, où j'ai un gain de temps qui est phénoménal par rapport à l'époque où je devais faire manuellement les choses, etc. Donc là-dedans, mais c'est même pas de l'IA, c'est de la reconnaissance des caractères, mais c'est quand même des outils informatiques. Ça, j'aurais adoré les avoir mis en place dès le départ, parce que je gagne un temps mais phénoménal. Et j'ai une immédiateté du résultat et de l'information qui est disponible tout le temps, en tout temps, pour les deux, et qui nous aide aussi du coup à piloter notre entreprise correctement. J'aurais adoré l'avoir dès le départ, ouais. Soit des muscles et voilà. Ok, bon, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup hein, pour tout ça. Et est-ce qu'il y a un dernier truc que vous voulez rajouter, autre chose? Venez manger des ramen. Je n'aurais pas pu dire mieux. Ok, merci beaucoup.